il faut nécessairement opérer à des montages financiers. On peut avoir dans le cadre d'une opération islamique deux types de contrats qui vont se superposer pour être en conformité avec la charia. On peut avoir par exemple un mudaraba et un istisna pour une entreprise pour régler un problème ponctuel. Et si nous n'avons pas une réforme totale et entière de tous les mécanismes qui doivent intervenir dans le cadre de la finance islamique, les institutions de finance islamique ne seront pas performantes. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez un poisson qui vivait dans l'eau douce, vous le mettez dans l'océan, vous le jetez dans l'océan et vous dites que c'est de l'eau, le poisson va s'épanouir. Il y a des risques pour ce poisson-là. Et aujourd'hui, c'est les mêmes risques que nous voulons éviter. C'est la raison pour laquelle nous avons autour de nous de très fortes personnalités, des professionnels, des promoteurs de projets, pour inciter l'État et les partenaires au développement, mais principalement l'État, mais aussi dans le cadre de la sous-région, l'UEMOA, à adopter une politique de réforme hardie en faveur de la finance islamique. Oui, Badiane, est-ce que c'est possible? Par rapport à cela, je voulais un peu prendre le contre-pied de Karim pour dire que certes, il y a un problème de réforme. De réforme, oui. Le cadre n'est pas adéquat. Oui, c'est ça. Et également, il y a un problème de moyens à mettre en place afin de pouvoir favoriser une bonne implantation de la finance islamique. Parce que la finance islamique s'est implantée, certes, au Sénégal, à travers la banque islamique. Également, dans l'espace UEMOA, il y a une deuxième banque au niveau de l'espace qui se trouve au Niger. Donc, il y a deux banques islamiques dans l'espace UEMOA. Mais ces banques donc, sont quelque part limitées par rapport à leur implantation. Parce qu'il y a un problème de sensibilisation, il y a un problème de formation, mais également, comme l'a dit M. Sissi, il y a un problème de réforme fiscale, réforme juridique, etc. Parce que l'espace UEMOA où nous vivons donc, est régi par une réglementation donc, qui fixe un peu les règles de fonctionnement des institutions financières. Donc l'UEMOA, la Banque centrale. Et toutes les institutions financières de l'espace UEMOA doivent appliquer cette réglementation. Et cette réglementation, disons, relative à la finance classique, est différente de la réglementation de la finance islamique. Parce que la finance islamique, comme l'a dit M. Sissi, est régie par la charia. Donc il va falloir mettre en place un comité, c'est ce qu'il est en train de montrer dans l'espace UEMOA, afin de pouvoir faciliter l'implantation, de la bonne implantation, et étendre donc cette finance islamique dans tout l'espace UEMOA. Voilà. Et cela va permettre également de mettre en place des réformes sur le plan fiscal par rapport à certains produits financiers islamiques, notamment le leasing. Également, comme je disais tout à l'heure, la formation pourrait faciliter une implantation. On parle beaucoup de charia, microfinance. C'est quoi le comité charia microfinance? Oui, le comité charia finance a pour objet principal de favoriser l'aménagement et les réformes en vue d'avoir un environnement favorable à l'épanouissement de la finance et de la microfinance islamique. Deuxièmement, nous avons comme objet la promotion de la finance islamique et de ses mécanismes. Et troisièmement, la formation, c'est-à-dire le renforcement des capacités. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion parce que suite à votre dernière émission, beaucoup de gens nous ont appelés pour nous féliciter de cette initiative. Et c'est aussi l'occasion pour féliciter son Excellence le Président de la République en sa qualité de Président de la République du Sénégal et Président en exercice de l'OCI. Les autorités locales et au niveau central aussi nous ont facilité toutes les démarches en vue de mettre en place ce comité. Donc le comité regroupe les porteurs de projets, ensuite les professionnels qui travaillent dans le secteur de la microfinance islamique et de la finance islamique. Et on est en train de s'élargir. Il y a un comité des experts composé de juristes, fiscalistes, financiers, informaticiens qui travaillent sur les réformes à mettre en œuvre. Et puis, il y a d'autre part, un comité des oulémas
Et donc, tout ça, on est en train de le constituer à l'échelle nationale. Et puis, dans chaque État de l'UEMOA, il y a un comité qui est en train d'être mis en place. Et au niveau régional, il y aura un comité qui va se charger de l'harmonisation de la politique et de la vision stratégique du comité Charia Finance. Souvent, il y a des expériences notées dans ce domaine-là, mais c'est souvent des expériences qui ont voué à l'échec. On parle par exemple de l'exemple de la Banque islamique qui a essayé. Est-ce que ces obstacles sont levés? Les origines de ces échecs-là sont déjà examinées et maîtrisées carrément? Oui, vous savez, il y a beaucoup d'appréhension actuellement pour aborder la finance islamique au Sénégal. Parce que les premières expériences se sont soldées par des échecs. Aujourd'hui, il y a la Banque islamique. Qu'est-ce qui explique cet échec-là? Oui, il y a, je crois que la dernière fois, le président Ousmane Seck a évoqué certains aspects liés au financement interbancaire, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de financement au niveau, dans l'espace UEMOA entre les banques qui soit conforme à la charia. Donc, les banques étaient obligées toujours de recourir à la maison mère. Donc, au niveau de l'espace local, il n'y avait pas un marché financier qui permettait aux banques islamiques de se développer. Mais aussi, il y a le problème de la compétitivité. Par exemple. Et le problème de la compétitivité, c'est par rapport, par exemple, à la reconnaissance juridique de certains types de contrats islamiques et à leur mode d'imposition. Si aujourd'hui, je vous donne le cas, par exemple, du Maroc. Au Maroc, il y a eu une réforme fiscale pour développer le Mourabaha. Mais après avoir mis en œuvre la réforme, les banquiers se sont rendus compte que le produit n'était pas compétitif par rapport à la finance conventionnelle. En France, récemment, ce qui s'est passé, ils ont adopté le principe de la neutralité fiscale par rapport au soukouk, à la fiducie et à certains produits assimilés au Mourabaha. C'est vous dire qu'actuellement, il est fondamental et urgent de procéder à une réforme et à des aménagements importants pour donner des opportunités d'investissement à des bailleurs qui veulent investir dans les pays musulmans, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un très grand engouement des Sénégalais pour la finance islamique. Mais comme les institutions de finance islamique qui sont sur la place de Dakar ou sur la place de l'UEMOA n'ont pas grossi correctement, du fait de ces deux obstacles, l'absence de compétitivité de leurs produits ou certains produits qu'ils ne peuvent pas développer. Vous savez, M. Badiane disait tout à l'heure que le secteur de la finance, de façon générale, est très encadré, très contrôlé. On ne peut pas venir improviser n'importe quoi. On ne peut pas venir dire que le Mourabaha existe dans tel pays, nous, on va venir le développer au Sénégal. C'est un secteur très encadré, très contrôlé. Et donc, quand vous devez développer un produit, il faut maîtriser toutes les étapes. Et tous les moindres détails doivent être pris en compte. Oui, Badiane, est-ce que vous partagez cet avis? Absolument. Donc, je dois préciser que des pays qu'il a cités, comme la France, par exemple, qui n'est pas un pays islamique, a procédé à des réformes en temps relativement court. Donc, pour vous donner un peu, pour vous montrer le développement de cette finance islamique à travers le monde, notamment à l'Occident, où d'importantes ressources financières font l'objet de transactions dans ces pays occidentaux, n'est-ce pas, qui ont décelé un peu l'importance de cette finance islamique donc, à travers le monde. Voilà. Donc, Karim, on est à la fin de cette émission. Selon vous, quelles sont les chances de réussite de cette microfinance et charia? Oui, la microfinance islamique a de beaux jours devant lui en Afrique occidentale et au Sénégal. Nous voulons juste, avant de terminer, lancer un appel aux autorités, à son Excellence le Président de la République, aux autorités de l'UEMOA, pour que la réforme et les aménagements nécessaires entrent en vigueur dans un délai relativement correct pour permettre aux investisseurs et aux partenaires qui veulent travailler dans le cadre de la finance, de la microfinance islamique ou de l'assurance islamique de venir investir au Sénégal. Il y a un grand engouement populaire, il y a des bailleurs de fonds qui sont à nos portes, mais vivement qu'il y ait un cadre juridique et fiscal adéquat pour accueillir la finance islamique.
nous avons également dans les pays de la Ouma des organismes spécialisés comme le CI, la BID. Est-ce que tous ces organismes sont favorables justement pour appuyer? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, c'est le président de la République qui est le président en exercice de l'OCI. Et puis, la BID a un bureau régional à Dakar et nous les avons informés de notre initiative et puis ça a été bien apprécié. Je dois préciser que l'État du Sénégal aussi est en train est à la tête de la locomotive pour mener les réformes dans l'espace UEMOA. Pour donner l'exemple aux autres. Voilà, pour donner l'exemple aux autres. Et je crois que probablement, vous aurez la possibilité de les inviter. Ils vont vous donner, ils vont lever un coin du voile sur les grandes lignes de cette réforme. Oui, Boyan, oui. Oui, donc parlant de la BID, il y a, disons, des mécanismes d'appui aux États membres donc, de l'OCI afin de développer cette finance islamique. Il y a une direction de la coopération technique, par exemple, qui appuie donc, les États membres de l'OCI à maîtriser donc, cette finance islamique, voilà, à travers des subventions donc, à titre de formation, etc., afin que les pays membres puissent, disons, mieux comprendre le fonctionnement de la finance islamique. Voilà. Voilà, donc merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Voilà donc, mesdames et messieurs, qui met fin à cette émission. Nous avons parlé de la microfinance et charia, ses principes, mais également en quoi elle pouvait être une alternative à la finance conventionnelle. Je recevais Ahmed Karim Sissé, qui est le coordinateur régional du comité Charia Finance, et Mamadou Badiane, qui est conseiller financier. Merci et à la prochaine.